Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 1, l'explication du métier et du concours. Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses d'un concours assez méconnu et pourtant un des plus exigeants de la fonction publique, celui de professeur de sport. Et attention, tout de suite, il faut préciser. Oui, On ne parle pas du prof de PS du collège. Pas du tout. non, oubliez l'image du prof en survêtement au bord du terrain. Là, on est sur un corps de cadre de catégorie A, la tête pensante du sport en France. Exactement. Pour décortiquer tout ça, on a 2 documents sur la table. D'abord, le rapport officiel du jury pour la session 2025. C'est un document assez brut. On peut même dire sans concession. Rempli de chiffres, mais surtout de commentaires parfois au vitriol. C'est le mot. Et en face, pour contraster, on a les documents d'une préparation au concours 2026. Ça nous montre un peu l'envers du décor, la montagne qu'il faut gravir. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre ce qui fait la différence. Qu'est-ce que le jury attend vraiment? Et surtout, comment des professionnels, des gens très compétents sur le terrain, peuvent échouer à ce concours qui semble pourtant fait pour eux. C'est tout le paradoxe. Alors, pour commencer, il faut peut-être bien définir le métier. Parce que ce n'est pas un seul poste, en fait. Non, c'est plusieurs carrières en une. La première voie, par exemple, c'est conseiller d'animation sportive, un CAS. Oui. Il travaille dans les services de l'État en région, les DRAGS. Et là, son rôle, c'est de décliner les politiques du ministère sur le terrain. C'est ça. Le CAS, c'est un peu le préfet du sport local. Il va piloter des plans de développement, allouer des subventions, vérifier que les politiques de sport santé ou de lutte contre les discriminations sont bien appliquées. C'est un poste très stratégique. Très bien. Et puis, il y a la deuxième grande famille, peut-être plus connue du grand public, Les CTS. les conseillers techniques sportifs. Oui, les CTS. Eux, ils sont placés auprès des fédérations sportives. C'est le bras armé de l'État au cœur du mouvement sportif. C'est une excellente image. Le CTS, il peut être entraîneur d'une équipe de France, directeur technique national, responsable de la formation des cadres. C'est par lui que l'État s'assure que la détection des talents pour les JO, par exemple, se fait correctement. Et il y a même une troisième voie, formateur dans des établissements comme les CREPS. Ce qui est fascinant, c'est la mobilité possible entre tout ça. Absolument. On peut commencer entraîneur national, puis devenir CAES en DRAGES et finir sa carrière comme formateur. Le tout en gardant le même statut. Mais avant d'en arriver là, Il faut passer le concours. Et le rapport de 2025, il dresse un tableau implacable. Déjà, le nombre de postes a baissé de 20% par rapport à 2024. pour un total de 58 postes. seulement. 58 postes pour 583 inscrits. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et en même temps, le rapport montre que sur ces presque 600 inscrits, moins de la moitié se sont vraiment présentés. Ah oui, 260 seulement. Oui, ça c'est le premier filtre. Beaucoup s'inscrivent pour voir, et puis face à la charge de travail, ils abandonnent. Ils réalisent que leur expérience de terrain ne suffira pas. Voilà. Et même avec ça, on reste sur un ratio de 4,5 candidats présents pour un seul poste. La sélection est rude. Bon, alors entrons dans l'arène. Les épreuves excitent, il y en a 2. La première, c'est la note stratégique. Le premier grand filtre. En 2025, le sujet était favoriser l'accès au sport encadré et sécurisé des publics éloignés de la pratique sportive. Un sujet au cœur de l'actualité ministérielle. Et là, le jury, Il n'est pas content. c'est le moins qu'on puisse dire. Le commentaire qui revient partout dans le rapport, c'est que la plupart des candidats ont traité l'épreuve comme une dissertation universitaire. Mais c'est quoi la différence au fond? Ah, c'est toute la question. Une dissertation, c'est une réflexion. On attend une démonstration intellectuelle. Une note stratégique, c'est un outil de travail pour un supérieur hiérarchique. D'accord.
Le directeur, il veut du concret, de l'opérationnel, un plan d'action. Il ne veut pas une analyse philosophique sur le sport et la société. Et le jury déplore que beaucoup se soient contentés de réciter les documents fournis. Sans apporter de plus-value. Exactement. Sans vision stratégique, sans propositions innovantes, et surtout concrètes. Et puis, il y a le coup de grâce. Le niveau de français. Oui. Le rapport est très dur, je cite de mémoire. Un niveau d'orthographe et de syntaxe parfois indigne d'un concours de catégorie A. Ça fait mal. Ça en dit long sur le niveau d'exigence. Et la deuxième épreuve, l'élaboration de projet. Là, les candidats avaient le choix entre entraînement, formation et développement. Et sans surprise, La majorité a choisi l'entraînement, 54%. logique, c'est leur cœur de métier. On pourrait donc s'attendre à des copies excellentes. Et ce n'est pas le cas. Ben non. Le jury exprime une sorte de lassitude. Il a vu défiler des projets qui se ressemblaient tous. On retrouve partout les mêmes outils, comme le fameux SWOT. Oui, mais c'est utilisé comme une figure imposée, sans que ça serve vraiment le projet. C'est superficiel. C'est cocher une case. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que les budgets ou les calendriers proposés sont souvent Irréaliste. complètement fantaisistes même. Ça montre une déconnexion avec les contraintes du réel. Le jury ne cherche pas juste un bon technicien, il cherche un manager. Une fois que cette barrière des écrits est passée, on arrive aux oraux. Pour ceux qui restent, Il y a 3 épreuves. L'anglais, une analyse vidéo dans sa spécialité sportive et surtout le grand entretien. le grand oral, le moment de vérité, le plus gros coefficient. Il s'appuie sur un dossier que le candidat a rédigé sur son parcours. Oui, et là le jury note que les candidats sont globalement mieux préparés que les années précédentes. C'est un bon point. C'est un bon point. Mais, il y a un mais. De grosses lacunes persistent sur la connaissance de l'environnement professionnel. C'est-à-dire, Beaucoup savent ce qu'est une DRAGES en théorie, mais sont incapables d'expliquer ce qu'un CASEI y fait concrètement. Quels sont ses leviers d'action? et le rapport pointe quelque chose que j'ai trouvé vraiment fascinant. Il parle de la difficulté à transférer ses compétences. Ah oui, c'est un point crucial. Un excellent entraîneur, qui gère 20 athlètes, n'arrive pas à se projeter comme cadre de l'État qui doit penser une politique pour des milliers de personnes. C'est un changement d'échelle radical. Et le jury va même plus loin. Il y a une petite phrase dans le rapport qui est presque une accusation. L'intelligence artificielle, Vous y êtes. Le jury se demande si certains dossiers, trop parfaits, trop lisses, n'ont pas été écrits avec une IA. non. Si, parce qu'il voit un décalage immense entre un dossier écrit impeccable et une prestation orale du même candidat qui est hésitante, superficielle. Donc, en gros, il soupçonne l'utilisation de ChatGPT. Il ne le nomme pas, mais l'insinuation est limpide. Ce que ça révèle, c'est qu'il cherche l'authenticité. Un dossier parfait, mais désincarné, c'est un échec assuré. L'oral sert à vérifier que le candidat est son dossier. Incroyable. Et l'épreuve vidéo, alors? On imagine que c'est là que les sportifs de haut niveau peuvent enfin se rattraper. Et c'est le cas. Le rapport le dit. Les candidats issus du haut niveau ont souvent d'excellentes notes. Ils ont l'œil, ils voient le détail technique. Mais, Mais bien sûr. Une expertise descriptive, ça ne suffit pas. Dire « le geste est incorrect », ça ne vaut rien. il faut expliquer pourquoi. Exactement. Il faut une analyse qui s'appuie sur des connaissances scientifiques, biomécanique, physiologie. Il faut pouvoir dire « ok, son geste est incorrect à cause de telle rotation, ce qui, scientifiquement, provoque ça, et pour corriger, il faut travailler là-dessus en se basant sur les travaux de tel chercheur. » On n'est plus dans l'œil de l'entraîneur, on est dans la science du sport. C'est ça. Le jury veut un praticien-chercheur. C'est ce qui fait la différence entre le bon technicien et le cadre expert. Au final, après tout ça, quel est le verdict? Sur les 58 postes. 56 ont été pourvus. Ah, donc presque tous. Oui, mais le chiffre le plus important, ce sont les 2 postes non pourvus. Le jury a choisi de ne pas recruter de CTS en basketball et en tir à l'arc. Attendez. Il y avait des postes, des candidats, et le jury a dit non, personne n'a le niveau, on ne prend personne. C'est exactement ça. Et c'est un message d'une puissance extrême. C'est clair. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être là. Le niveau d'exigence est un plancher. Le jury préfère laisser un poste vacant plutôt que de recruter quelqu'un qui juge insuffisant. C'est une douche froide. Et le profil des lauréats, on en sait quelque chose. Oui. 2 choses. 1/3 de femmes seulement, ce qui interroge. Hmm. Et un âge moyen de 37 ans.
ce qui confirme bien que c'est un concours de deuxième partie de carrière. Face à une telle exigence, la question c'est comment on se prépare? Et là, les documents de la formation du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté sont éclairants. On n'est pas dans la petite préparation du soir. Pas du tout. On parle d'une formation de plus de 250 heures entièrement à distance. Le programme est colossal. Il couvre tout. Les politiques publiques, l'environnement institutionnel, la méthodologie de chaque épreuve. Et même des choses très pointues comme la cryothérapie ou l'hypoxie pour la performance. La préparation mentale aussi. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre d'intervenants. Plus de 80 experts. Ah oui, quand même. Souvent des gens en poste, des directeurs de fédération, des universitaires. Des gens qui connaissent la machine de l'intérieur. Et surtout, beaucoup de concours blancs. Pour s'entraîner en conditions réelles. Voilà. Ça montre bien que la réussite ne s'improvise pas. C'est un investissement en temps et en argent sur au moins 1 an. Ce qui ressort de tout ça, c'est l'image d'un métier bien plus complexe qu'on ne le pense. Être professeur de sport, ce cadre de l'État, ce n'est pas juste être un bon technicien. Ah non. C'est une triple, voire une quadruple compétence. Il faut être expert technique. C'est la base. Mais aussi fin connaisseur des politiques publiques. Manager, capable de gérer un budget et avoir la posture d'un cadre de l'État, avec le sens de l'intérêt général. La sélectivité du concours n'est que le reflet de cette polyvalence. Tout à fait. Et pour terminer, il y a une pensée qui me vient, une sorte de paradoxe qui traverse tout le rapport du jury. Je vous écoute. Année après année, le jury se plaint du manque d'originalité, des copies trop formatées, des projets qui se ressemblent. Il réclame de l'innovation, de la créativité. Oui, c'est le grand classique des rapports de jury. Mais alors, la question que je me pose, c'est, dans un système aussi normé qu'un concours, avec une méthodologie si précise, comment un candidat peut-il oser être créatif? C'est toute la difficulté. Si on sort du cadre, on risque le hors-sujet. Exactement. Où se trouve la frontière entre la maîtrise de la méthode, celle qu'on apprend dans ces formations de 250 heures, et le risque de devenir un simple produit de cette méthode? Lisse et sans aspérité. Voilà. Comment être original tout en étant parfaitement dans les clous? C'est peut-être ça, finalement, le vrai secret de la réussite à ce moment.